je vous encourage vraiment à participer. C'est une table ronde, mais qui va être sous un format bien particulier, parce que vous n'aurez en face de vous qu'une seule personne en permanence, plus 2 personnes qui vont intervenir de Montréal et de Londres. Le thème, quelle stratégie pour la réduction de l'empreinte carbone? Et pour couvrir ce sujet, 4 sociétés importantes, grands groupes, qui vont expliquer des cas concrets de leur stratégie, de leur implémentation. Je m'appelle Philippe Raz. Je suis comité de direction de Hewlett-Packard Entreprises du site de Grenoble, en charge de stratégie partenariale en local et au niveau mondial avec un partenaire qui s'appelle Nokia. Je suis membre fondateur de la French Tech à Grenoble et aussi vice-président de Grenoble Angels qui accompagne plus d'une centaine de startups depuis 2005. Donc, nous sommes très heureux d'avoir participé aux jurys qui ont eu lieu et au travers de Chérou, notre délégué général. Et je voudrais insister sur le fait que ce que vous voyez est aujourd'hui, pour le Forum 5i, pour la 21e année, organisé par en fait un ensemble d'écosystèmes et de partenaires de cet écosystème. Donc, avant de parler et donner la parole à chacun des intervenants, je voudrais simplement vous dire un petit mot d'introduction. Et ce mot, il va simplement vous interpeller sur, à l'heure où le monde entier est en face d'une situation économique, environnementale et sociétale inédite, nombre d'interrogations se posent à nous. Elles se posent encore sur des modèles de demain qu'on ne connaît pas. Demain, ce n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Et hier ne peut pas complètement nous aider à deviner ce que sera demain. Donc les acteurs de l'innovation, tout comme les acteurs de l'économie en général, sont confrontés à un paradoxe. Comment concilier l'innovation et le développement durable? Comment imaginer les solutions de demain en tenant compte non pas seulement de leurs résultats et de leurs bénéfices, mais également de leur empreinte carbone. Donc la lutte contre le réchauffement climatique ou la préservation des ressources sont autant d'enjeux qui doivent être au cœur des réflexions de notre avenir. Et j'ai bien dit de l'avenir. On en a parlé depuis 40 ans, 50 ans, 100 ans, mais là, c'est ce qui est important, c'est demain. Et au cœur de cette réflexion sur notre avenir, la contribution positive de l'entreprise à la société, elle ne peut pas être ignorée. Et quand je dis entreprise, il s'agit des petits groupes, des grands groupes, des startups, des ETI, des PME ou des multinationales. Et c'est dans ce contexte que le territoire Grenoble-Alpes Métropole et ses acteurs sont depuis longtemps engagés autour de ces problématiques. Il a choisi de mettre en avant des projets issus de la recherche, et vous en avez vu le résultat, notamment par la remise des prix qui s'est passée juste maintenant. Donc je pense que chacun a un rôle à jouer. Cela commence par nous, citoyens, acteurs, consommateurs, les pouvoirs publics, les écosystèmes, les grands groupes. Et nous allons parler des grands groupes en donnant la parole à 4 d'entre eux. Mais avant, je voudrais donner un exemple de ce qui va se passer dans 2 semaines, le Festival numérique pour la planète, 3e festival organisé en ce sens par la French Tech, dont je suis un des membres fondateurs et au comité exécutif à Grenoble. Il aura lieu du 8 au 15 octobre. Il va rassembler 150 événements sur 50 lieux différents. 40% de ces événements sont digitalisés, en français ou en anglais. 99% sont gratuits. L'année passée, il a rassemblé 8600 personnes. Et il est composé donc de ces 150 événements qui vont de Valence à Genève, avec un barycentre sur Grenoble pour 85% des événements, d'une série d'événements majeurs. Et certains sont organisés par exemple, Atos, Orange, Hewlett-Packard Entreprises de Foix, ou bien l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Je vous invite simplement à comprendre que chacun des sujets qui sont organisés par ces acteurs du territoire sont dans un jeu collectif. C'est gratuit et c'est grâce à un certain nombre de ces sponsors, dont des sociétés qui parleront aujourd'hui au Forum 5i, dans cette table ronde. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un événement majeur sur le territoire et comme vous le voyez, il rassemble déjà tout un ensemble d'écosystèmes, grands groupes ou petits groupes, ou petites sociétés. Je vois Laconite, par exemple, présent dans la salle, qui sera organisateur d'événements et qui, bien sûr, aura une belle place aussi dans ce festival. Donc c'est simple, festivaltransfo.fr, soyez-y, participez, gratuit, digital ou pas digital, en fonction de ce que vous voulez. Donc, pour commencer, dans ces pitchs de 15 minutes, j'insiste, posez des questions, mais
attendez la fin de la présentation qui va durer une dizaine de minutes. 4 grands groupes et j'appelle Marie Piton-Vica du groupe Vica à prendre la parole. Et vous avez un micro qui se trouve là ou vous utilisez celui-ci en fait. Et je peux faire votre guide sur le slide ou vous pouvez simplement le faire mentionner pour ne pas vous... Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici pour vous parler de la stratégie de décarbonation du groupe Vica. Donc, alors je vais juste me présenter peut-être. Donc je suis Marie Godard-Piton. J'ai travaillé tout d'abord dans le domaine de l'énergie et des biocarburants et j'ai rejoint le groupe Vica il y a 2 ans. Je suis directrice des performances et des investissements. Et je fais aussi partie du comité de pilotage de l'innovation groupe qui est en charge de définir la trajectoire, la feuille de route pour la décarbonation de nos activités. Alors tout d'abord un peu d'histoire. Le groupe Vica a été créé il y a 167 ans à la suite de l'invention du ciment artificiel par Louis Vica. Et donc c'est son fils qui ensuite a créé le groupe. Aujourd'hui, on est présent dans 12 pays et le groupe fabrique et développe des matériaux de construction minéraux et biosourcés pour toutes les industries de la construction. On s'attache vraiment à produire localement en développant le territoire et l'emploi, en particulier ici en Isère, où sont situées nos racines et où nous avons plusieurs sites industriels. Depuis plusieurs années, on est engagé dans la transition écologique et on développe toute une stratégie pour réduire l'empreinte carbone de notre activité. C'est une entreprise qui est sous le contrôle familial, toujours de la famille Vica, qui donc est une entreprise qui se projette sur le long terme et qui développe une relation de confiance avec ses clients, ses partenaires, et aussi, vous le verrez, ses nombreuses entreprises associées dans ces projets de décarbonation. Aujourd'hui, à la tête du groupe, nous avons Guy Sidos, qui est issu de la 7e génération de la famille. Vous pouvez passer. Quelques chiffres. Donc le chiffre d'affaires du groupe s'élève aujourd'hui à 2,7 milliards d'euros, avec les 2/3 du chiffre d'affaires qui est réalisé en France. On est présent dans 12 pays, à peu près répartis sur l'ensemble du globe. On compte presque 10 000 collaborateurs et on regroupe 3 activités principales: la production de ciment, avec 17 cimenteries, la production de béton, avec 260 centrales à béton, et la production de granulats, avec 70 carrières de granulats. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce que le plan climat du groupe? Tout d'abord, aujourd'hui, on enregistre une baisse des émissions par rapport à nos émissions de 1990 de 15%. Cette baisse a été possible principalement en jouant sur notre outil industriel, en remplaçant les combustibles fossiles par des combustibles alternatifs biomasse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos cimenteries en France présentent un taux de substitution qui est supérieur à 50%, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale. Et aussi, on a beaucoup travaillé sur l'efficacité énergétique et l'amélioration de notre process. Notre objectif pour 2030, c'est de nouveau de réduire de 13% les émissions pour descendre à 540 kg de CO2 par tonne de ciment avec les technologies disponibles aujourd'hui, parce que 2030, c'est vraiment demain. Donc, en atteignant d'abord 100% de substitution des combustibles, ça c'est notre objectif à 2025, et en continuant à travailler sur l'efficacité énergétique, sur aussi la substitution du clinker dans le ciment. Ensuite, pour 2050, nous avons l'ambition
d'atteindre la neutralité sur l'ensemble de notre chaîne de valeur en mettant en œuvre des technologies de rupture, telles que des technologies de captage et de valorisation de CO2. Et on est déjà en train de préparer cette marche qui va être très importante en développant des projets pilotes ou des projets de démonstration et des collaborations avec des entreprises. Et c'est de ça dont je vais vous parler tout de suite. Je vais vous lister quelques exemples. Alors, j'ai plein d'exemples, mais du coup, on va en passer certains sur lesquels on pourra revenir ensuite. Je vais seulement vous en montrer, allez, 3, on va dire. Donc là, vous avez tout le temps, hein, mais je sais que vous en avez 4-5, mais prenez le temps qu'il vous faut. Bon, ça, on reviendra dessus. La gazéification, je propose qu'on passe. Ça, je veux bien qu'on passe un petit peu de temps, parce que c'est un projet qui est en cours de développement. On est en train de le construire actuellement sur notre usine de Montalieu, qui est dans le Nord-Isère. C'est un pilote industriel de captage de CO2 par microalgues. L'objectif de ce pilote, c'est de maximiser le rendement de croissance des microalgues en leur apportant de la lumière donc, sous une serre, mais aussi du CO2 directement issu de la cimenterie et de la chaleur issue également de la cimenterie pour qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles de croissance. Donc c'est une expérimentation qui est menée avec plusieurs partenaires, dont la société AlgoSource Technologies et aussi Total, parce que l'objectif c'est de tester plusieurs souches de microalgues, dont une souche biocarburant. Donc, si je comprends bien, avec le CO2, qui est un produit secondaire de la production du ciment, vous allez produire des microalgues qui vont être utilisées comme carburant. Tout à fait. OK. Comme carburant ou comme complément alimentaire pour mais pas les deux. Non, pas les deux. Plusieurs souches existent en fonction de l'usage. Et donc, c'est aussi un projet qui est subventionné par l'ADEME. Voilà. Et ça pourrait être déployé à quel terme, quel moment, dans combien d'années, par exemple? Alors ça déjà, c'est maintenant, parce qu'on est en train de construire le démonstrateur. Donc d'ici la fin de l'année, on va commencer à produire nos premières microalgues. Après, pour que ça ait un impact significatif sur les émissions de CO2, il faut vraiment intensifier encore cette production. Donc soit étendre sur des grandes surfaces. Là, on est sur on va avoir 800 mètres carrés de surface de culture, mais il faut étendre sur des beaucoup plus grandes surfaces, ou alors avoir des techniques de culture qui permettent d'intensifier, comme par exemple des systèmes tubulaires qui vont peut-être monter très haut. Et donc ça, justement, on le voit sur les photos. Sous cette serre, on va tester plusieurs systèmes de culture de façon à identifier quel est le plus efficient. Non. Merci. Alors, ça aussi, je voudrais en dire 2 mots. C'est nos projets autour de l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, on en parle beaucoup actuellement. Il y a le gouvernement qui a sorti un plan hydrogène donc annoncé de 7 milliards d'euros pour accompagner cette transition énergétique vers l'usage d'hydrogène. Et donc, nous, on développe déjà depuis plusieurs années différents projets et différents usages de l'hydrogène. Alors, pour nous, l'hydrogène peut nous servir à 2 applications. La première, c'est la conversion du CO2 pour finalement capter et valoriser ce CO2 pour en faire une molécule qu'on peut utiliser, par exemple, dans la pétrochimie. Donc ça, c'est ce que je citais tout à l'heure sur notre ambition 2050. On est dans ce type de procédé-là, de captage et de valorisation de CO2. Et là, grâce à ce type de procédé, on peut avoir un impact très significatif sur l'empreinte carbone. L'autre usage de l'hydrogène qu'on envisage, c'est l'alimentation de nos camions, de façon à passer à une mobilité 100% décarbonée. Il faut savoir que le ciment voyage assez peu. En général, le rayon de distribution autour d'une cimenterie, c'est à peu près 150 km maximum. Et on a beaucoup de camions qui font des allers-retours entre la cimenterie et nos utilisateurs. Et donc, si on a la possibilité de décarboner ce transport, on agit aussi sur un des maillons de notre chaîne de valeur qui est très significatif. Alors,
on voit ici, alors c'est tout un schéma d'intégration de la production d'hydrogène dans la cimenterie. Donc on parle de production d'hydrogène vert, donc par électrolyse de l'eau, en utilisant de l'énergie verte, enfin de l'électricité décarbonée. L'intérêt aussi d'avoir l'électrolyse sur une cimenterie, c'est que dans la cimenterie, comme on a une combustion qui permet de cuire la matière pour produire le ciment, on va pouvoir valoriser l'oxygène. L'oxygène nous intéresse beaucoup parce que ça va nous permettre de faire une meilleure combustion et de réduire notre consommation énergétique dans notre four. On va finalement brûler moins de combustible et on va aussi consommer moins d'électricité dans tous les systèmes de tirage des gaz dans nos fours. Et donc, c'est vraiment vertueux à plusieurs titres, cette production d'hydrogène, à la fois pour l'hydrogène en tant que tel, mais aussi pour l'oxygène que nous, on va pouvoir valoriser dans notre four cimentier. Donc là, aujourd'hui, on est en train de développer 4 projets en tout, avec différents partenaires. Donc il y a un premier projet qui va être mis en œuvre ici à Grenoble, donc qui est en cours de discussion avec Impulsion dans le cadre de la Zero Emission Valley, pour installer une station hydrogène pour les usages du territoire sur notre site. Et ensuite, c'est une station qui pourra alimenter des camions Vicat. Donc l'agrandissement de cette station est déjà prévu dans le projet. Ensuite, on a un autre projet avec Hynamix, qui est la filiale hydrogène d'EDF, pour faire une grosse installation comme ça de captage et conversion de CO2. Donc ça, ce sera mis en place à Montalieu. On a déposé le projet pour l'IPCEI, donc ça c'est un projet d'envergure européen pour être subventionné sur ce projet. Donc c'est un très gros projet qui va nous permettre de réduire de 50% les émissions de CO2 de ce site. Donc c'est la plus grosse cimenterie de France. Donc c'est vraiment un projet d'envergure, mais pour lequel on a besoin d'être subventionné par l'Europe pour pouvoir le déployer. On a un troisième projet qui est le développement avec le CEA à Grenoble, le développement d'une technologie d'électrolyse haute température avec un meilleur rendement en utilisant la chaleur fatale industrielle. Donc nous, on a beaucoup de chaleur fatale et donc on participe... C'est quoi une chaleur fatale ? La chaleur fatale, c'est la part de la chaleur qui est produite dans le four qui n'est pas valorisée. Donc il sort du four pour la création du ciment, donc il n'est pas utilisé directement à la production du ciment. Exactement. Okay. On essaye de valoriser un maximum des calories qu'on produit, mais il y a toujours une part qu'on ne peut pas valoriser, qui est à trop basse température, mais qui est suffisante en fait pour faire de l'électrolyse haute température, et qui peut nous permettre d'augmenter de beaucoup, donc on parle de 30%, l'augmentation du rendement de production d'hydrogène par rapport à un électrolyseur classique. Merci. Donc ça, on fait partie, on a pris une part dans une société qui est en train d'être montée entre le CEA et Schlumberger et Vinci Construction, de façon à développer cette technologie d'électrolyse haute température. Parce que notre engagement, c'est d'une part d'implémenter ces technologies sur nos sites pour décarboner notre industrie, mais c'est aussi de prendre part aux initiatives qui sont faites par nos partenaires, et en particulier sur notre territoire, pour aider, là en l'occurrence, la filière hydrogène à se développer. Et donc dans le cadre de ce projet, il y a le premier démonstrateur industriel d'électrolyse haute température qui sera installé sur un de nos sites. Et le quatrième projet, c'est un projet qu'on fait cette fois-ci avec des cimentiers allemands. Voilà, c'est celui-ci. Alors je vais en parler vite fait parce que sinon je vais dépasser le nombre de projets que je voulais présenter. Mais l'objectif de ce projet, c'est de développer la technologie d'oxycombustion. Donc je vous disais qu'on est intéressé par la valorisation d'oxygène. Et donc si on veut valoriser au maximum l'oxygène, il faut qu'on développe des nouveaux fours cimentiers qui vont pouvoir accepter cette quantité d'oxygène et baisser leur consommation au maximum. Voilà. Ensuite, j'ai une question, mais peut-être qu'elle n'est pas appropriée. L'oxygène dont vous parlez, c'est de l'oxygène qui vient de l'air ou c'est de l'oxygène qui a été produit sur place ou bien par voie membranaire ou bien liquéfié et puis stocké ? Alors, on
on a plusieurs façons de le faire. Comme je le disais juste avant, si on a un gros électrolyseur sur un site comme ce qu'on envisage à Montalieu, on peut utiliser l'oxygène qui est coproduit de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. On peut l'utiliser. Ensuite, si on est sur un site où on n'a pas d'électrolyseur, à ce moment-là, effectivement, on va prendre de l'air, de l'oxygène qui vient de l'air et qui est séparé par membrane. Okay. Donc là, on peut avancer. On peut avancer encore. Voilà, juste un petit stop là. En plus de développer des technologies qui sont mises en œuvre dans nos cimenteries, on développe aussi des produits bas carbone. Là, c'est le cas de ce nouveau ciment qu'on a donc prénommé Natura, qui est en fait un ciment dans lequel le taux de clinker, donc le clinker, c'est ce qui est produit dans le four cimentier, et donc qui a le poids carbone le plus important dans le ciment. Et donc le taux de clinker est réduit, et à la place, on met de la pouzzolane naturelle, issue donc de l'activité volcanique d'Auvergne. Donc il est produit dans notre cimenterie auvergnate qui est à côté de Vichy. Et finalement, on obtient les mêmes propriétés de résistance et de durabilité grâce à cette combinaison entre le clinker traditionnel du ciment et la pouzzolane naturelle. Et on a fait un premier chantier justement à Grenoble. Merci. Et alors j'ai un dernier point que je voulais vous présenter. Alors c'est ensuite, encore, voilà, en termes de mobilité. Donc tout à l'heure, je vous parlais de mobilité hydrogène, donc le fait de pouvoir utiliser aussi l'hydrogène qu'on produit pour alimenter des camions. Donc là, vous voyez, il y a le camion Nikola Tre, qui est celui qu'on a précommandé. On en a précommandé 10 pour être associé à notre station de Saint-Égrève, donc à côté de Grenoble. Donc on devrait les recevoir à l'horizon 2023. Ensuite, en termes de mobilité décarbonée, on a aussi d'autres actions. Vous pouvez voir sur la gauche notre camion Oxygène. Donc Oxygène, c'est son nom, mais bon, il ne porte pas bien son nom parce qu'il ne fonctionne pas à l'oxygène, mais au gaz naturel. Et sa toupie est électrique. Donc l'avantage, c'est que fonctionnant au gaz naturel, on peut aussi mettre du biogaz. Donc au fur et à mesure que les réseaux contiendront du biogaz, on va vraiment pouvoir réduire l'impact carbone de ce camion. Et en plus, il est très peu bruyant et il émet très peu de NOx et très peu de particules. Donc il est vraiment très bien dimensionné pour le cœur des villes. Il est critère 1. Donc c'est vraiment vers ce type de camion qu'on veut aller pour pouvoir en particulier alimenter les chantiers qui sont dans les cœurs des villes. On a aussi au niveau de nos engins de carrière, on fait aussi des évolutions. Ici vous voyez un dumper qui est aujourd'hui le plus gros véhicule électrique du monde, qu'on a co-développé avec un partenaire qui est Komatsu, pour notre carrière de Suisse. Alors, en fait, c'est une carrière qui est très pentue. Et donc, c'est un camion qui se recharge au freinage. Donc, en fait, il monte en haut de la carrière à vide. Et donc là, il est rechargé. Et ensuite, il descend plein de cailloux. Et il se recharge en freinant. Donc, en plus, c'est un camion qui est optimisé en termes de consommation d'électricité pour éviter qu'il transporte des batteries trop importantes. Et puis enfin, en termes de biocarburant, on a signé plusieurs contrats de fourniture d'oléosan avec la société Avril pour alimenter à la fois des camions, donc de transport de ciment, des camions routiers, et des engins de carrière qui traditionnellement fonctionnent aussi au diesel. Donc l'oléosan, c'est un biocarburant 100% végétal, fait à partir d'huile de colza cultivée en France. J'ai une question. C'est toujours moi les questions apparemment, mais vous pouvez vous joindre à moi. Le camion Nikola Tre, c'est celui qui fonctionne à la combustion d'hydrogène, qui est l'hydrogène issu de votre site de production de ciment, et l'hydrogène étant un élément de fonctionnement en économie circulaire, c'est ça ? Oui, alors là, effectivement, c'est un camion
à pile à combustible. Donc, c'est un camion électrique, mais au lieu d'avoir son stockage électrique batterie, c'est un stockage hydrogène. Et il s'alimentera sur notre station de Saint-Égrève, qui elle-même sera alimentée par, en cohérence avec les autres stations de la Zero Emission Valley. Donc pour l'instant, dans un premier temps, il n'y aura pas d'électrolyseur associé. Il y aura un électrolyseur probablement central. Et ensuite, alimentation de cette station. Mais après, dans notre modèle à 2050, oui, on souhaite avoir un système complètement intégré, c'est-à-dire production d'hydrogène, alimentation de nos camions et utilisation de l'hydrogène pour convertir le CO2. Délocalisé. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur ? Je voulais savoir comment Vicat voyait l'avenir du béton, compte tenu de l'éventuel problème d'approvisionnement en sable pour faire le béton. Alors, justement, on travaille sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, sur aussi la recyclabilité des matériaux. Donc, on travaille sur la recyclabilité du béton et aussi des granulats naturels qui sont présents dans les bétons pour pouvoir les récupérer et les réinjecter après dans du béton frais. On travaille aussi sur la carbonatation du béton déconstruit pour faire en fait des granulats à partir de la pâte cimentaire carbonatée pour ensuite de la même façon mettre dans du béton frais. Et puis enfin, dans notre activité granulat, dans l'exploitation des granulats naturels, on développe aussi des process de façon à vraiment optimiser la production en fonction de la demande. C'est-à-dire qu'auparavant, dans la profession, on récupérait la part qui nous intéressait, et puis le reste, on le laissait dans les carrières. Aujourd'hui, on cherche vraiment à optimiser le process pour faire le bon concassage, le bon recyclage, de façon à pouvoir produire les fractions qui nous intéressent et réduire la consommation de matières premières. Merci. Une autre question ? Non ? À ce moment-là, je vous remercie, Marie. Oui. Et désolé de toutes les questions qui venaient de moi. Alors, on va changer de domaine. Mais avant de passer la parole, et je vais appeler Eric à me rejoindre, je vais vérifier que les deux personnes de Montréal et de Londres sont bien là. Est-ce qu'on peut les passer à l'écran et leur faire un coucou ? Alors, à droite, Mathéo Dugan, ingénieur en technologie, en IT et sur l'économie circulaire chez Hewlett-Packard Entreprises. Bonjour Mathéo. Bonjour, vous allez bien ? Très bien, merci d'être avec nous. Et à gauche, merci à vous. Marc, du groupe BASF, à Montréal aujourd'hui, mais qui était présent aussi hier dans les jurys. Pas tout à fait, je suis à Mannheim en Allemagne. Oh, juste à côté de Montréal. Je suis québécois, mais j'habite l'Allemagne. Bien, merci d'être avec nous également. Et donc, nous sommes prêts pour vous écouter dans une quinzaine de minutes sur vos stratégies grands groupes également. Merci. Alors, merci. Éric Montchalin m'a rejoint sur scène. Éric est vice-président en charge du Machine Intelligence chez Atos. Donc, on va, vous l'imaginez bien, parler d'un autre domaine d'application, mais je suis sûr que des éléments d'intelligence artificielle pourront amener Éric à expliquer comment Atos aide certains de ses clients également, dans tous les secteurs, sur les stratégies carbone zéro, mais aussi celle du groupe. La parole est à toi, Éric. Vous m'entendez ? Ah oui, bon. Tout de suite, c'est bien meilleur. Oui. Alors déjà, je suis très embêté parce que tout à l'heure, tu as expliqué qu'il y avait tellement de changements que
le passé n'allait pas du tout nous éclairer pour prévoir le futur. Et comme l'intelligence artificielle sait faire de la prédiction à partir de données passées, je suis un peu inquiet pour mon job. Donc, merci de ne pas expliquer ça à mes patrons. Sinon, j'ai du souci à me faire. Alors, Atos, pour ceux qui ne connaissent pas, va pas si vite. Merci. On est une petite société Rhône-Alpes-Auvergne. On est environ 1800 sur la région, répartis principalement sur Grenoble et Chirol, qui fait à peu près 1000 personnes, et puis le reste sur Lyon et Saint-Étienne. Et notre vocation, c'est d'aider nos clients dans la digitalisation de leurs entreprises, donc de les aider à rentrer dans le monde digital. Et on a tous vécu avec la crise du coronavirus qu'avoir des environnements collaboratifs qui soient opérationnels, qui soient résilients, c'est pas toujours facile et ça peut être parfois compliqué de travailler à distance. Donc il y a encore beaucoup d'attentes sur le sujet. Et donc notre métier, c'est d'accompagner tous ces clients. Et on a un motto que j'aime bien et qui est complètement en lien avec notre discussion d'aujourd'hui, qui est que l'objectif d'Atos, c'est d'être le leader in secured and decarbonized digital. Donc le mot décarbonisation fait réellement partie de notre stratégie en tant que telle, avec un objectif affiché qui est d'atteindre le net zéro en 2035. Donc, le fameux objectif du Green Deal européen de 2050, c'est de l'atteindre à notre niveau en 2035, donc avec une petite quinzaine d'années d'avance. Alors, du haut de nos 1800 petits bras, c'est un peu compliqué de faire ça tout seul. Alors là, tu peux passer au prochain slide. Donc, heureusement pour nous, il y en a quand même 110 000 à côté pour nous aider, pour faire le boulot. Et c'est vrai que la taille de l'entreprise, c'est aussi une force dans ce genre de défi, parce que c'est vrai que c'est plus facile que pour une petite entreprise d'y dédier vraiment des ressources et des efforts, parce que c'est quand même un énorme challenge sur lequel on travaille depuis déjà une bonne dizaine d'années, puisque depuis 2012, on a déjà réduit de moitié l'émission de carbone qui est sous notre contrôle. Puisque si je me fais un peu plus précis sur le sujet, il y a 3 types d'émissions de carbone en général qu'on utilise. Il y a l'émission de carbone qui est sous le contrôle complet de l'entreprise. Il y a l'émission de carbone qui est liée à l'énergie ou à l'électricité qu'elle se procure et qu'elle utilise. Et puis la troisième notion, c'est le carbone de tout son écosystème, donc sur lequel elle n'a qu'une influence indirecte. Donc nous, le sujet sur lequel on s'est réellement focalisé jusqu'à maintenant, c'est le carbone qui est sous notre contrôle. Et sur cet objectif-là, on a déjà réduit de moitié notre production, enfin notre émission depuis 2012. Next slide. Alors, pour faire ça, la première chose, c'est de se mesurer et de savoir un petit peu où on en est. Et c'est pour la raison pour laquelle l'une de nos premières tâches, ça a été de travailler avec les différents organismes, les différentes entités qui font des classements pour savoir si, en termes de sustainabilité, vous faites les efforts qui vont bien ou pas. Donc, on travaille en particulier avec le Dow Jones Sustainability Indexes, avec le CDP, avec Covadis, avec d'autres. Et c'est quand même un bon moyen, au travers des critères des uns et des autres, de savoir où est-ce que vous êtes pas mal, où est-ce que vous êtes très bien, où est-ce que vous n'êtes pas bon. Et ça vous aide à cibler là où vous pouvez faire des efforts, et puis à vérifier que d'année en année, vous progressez. Bon, ce qui nous a permis globalement, aujourd'hui, après 10 ans d'efforts, quand on regarde un petit peu notre positionnement par rapport à d'autres, d'être assez bien positionné, et donc qui nous aide aussi à être ambitieux sur nos objectifs de décarbonisation. Et puis, au-delà de savoir où on en est, c'est d'avoir des moyens pour nous et nos clients. Puisque tout à l'heure, on parlait d'efforts pour ce qui est les objectifs qui sont sous votre contrôle, et puis d'efforts pour les objectifs, je dirais, qui sont sous votre influence. Et sous influence, eh bien, effectivement, on peut aider nos clients à progresser sur le sujet. Et donc, depuis un petit moment, on a des offres qui nous permettent, et à la fois pour nous et pour nos clients, de progresser. Alors, premier sujet qui est le sujet de base, à nouveau, c'est savoir où on en est.
Donc comment faire un assessment et mesurer le carbone footprint de toute l'IT d'une entreprise, des data centers en particulier, hein, puisque nous aussi, on est opérateur de data centers et on a pas mal de clients quand on opère. Et puis après, c'est là que commence à intervenir un petit peu l'intelligence artificielle ou le machine learning ou tout ce qui est prédiction. Savoir optimiser le fonctionnement de l'IT. Donc comment faire du logiciel qui consomme moins, hein, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde un petit peu amusant où ça devient de plus en plus facile de créer de la valeur avec le logiciel parce qu'on utilise de plus en plus de librairies, de choses comme ça. Mais en fait, on commence à empiler des tonnes de couches de logiciels sans savoir ce qu'elles font. Et d'un point de vue énergétique, ce n'est pas toujours très terrible. L'autre chose, c'est tout ce qui est optimisation du fonctionnement du matériel, de manière à ce que le bilan énergétique soit bien meilleur. Alors, pour vous donner un petit exemple, quand vous avez un data center classique, à chaque fois que vous consommez 1 kW pour vos machines, vous consommez entre 600 et 800 watts, c'est-à-dire presque autant pour le refroidissement de la salle de machine. Et si vous commencez à faire par exemple du free cooling ou du refroidissement liquide, donc à faire circuler de l'eau partout dans la machine, ce qui transforme des industries comme la nôtre en plombier, vous obtenez des résultats assez impressionnants puisque si vous utilisez par exemple l'eau qui a été chauffée par les machines pour chauffer les bâtiments ou fabriquer de l'eau chaude, avec un bon marketing, vous expliquez que vous avez un bilan qui est négatif puisque vous n'avez plus de surcoût de climatisation, puisque plus de climatisation du coup, et en plus, l'eau qui a été chauffée par les machines est réutilisée. Excusez-moi, je suis en train de m'embuer de partout là. Voilà. Et donc, l'eau qui a été chauffée sert pour le bâtiment. Et puis, dans ce genre d'aventure, il faut embarquer aussi tous les collaborateurs, hein, parce que c'est une histoire collective de tout le monde. Et donc, on travaille aussi sur les aspects apps, hein, comment fournir à nos employés, aux employés de clients, de partenaires aussi, la capacité à mesurer quel est le coût carbone de leurs activités, comment faire des progrès, avoir des tips, avoir des rewards, des choses comme ça. Next slide. Alors tout à l'heure, je disais, notre objectif, c'est net zéro 2035, et comment on compte y arriver. Donc depuis 2012 déjà, pour tout ce qui est sous contrôle, on a divisé par 2, et ça c'est essentiellement lié à des efforts qui ont touché tout ce qui est logistique, manufacturing, hein, puisqu'on fait pas mal de production. Et c'est un process sur lequel on n'est pas très loin d'avoir vu le bout. On n'a plus énormément de possibilités d'amélioration sur le sujet. Donc le prochain point, le prochain objectif pour nous, c'est 2025, et c'est d'avoir une neutralité carbone pour tout ce qui est sous notre contrôle, en incluant l'aspect énergie. Donc notre prochaine grande bataille sur laquelle on est, c'est comment passer d'énergie fossile, dans tout ce qui alimente les data centers, nos bâtiments, etc., à de l'énergie renouvelable. Donc c'est tout ce qui concerne l'éolien, les fermes solaires, à terme aussi tout ce qui est hydrogène, ce qui a été largement abordé tout à l'heure, qui est aussi un grand challenge pour nous. Et ça, notre objectif, c'est 2025, avoir une neutralité sur ce sujet-là. Et après, reste toute la partie sous influence, qui est en fait la plus grosse masse. Quand vous regardez votre empreinte carbone, en fait, la plus grosse empreinte, c'est celle de tout ce qui est influence, de tout ce qui est vos partenaires, vos fournisseurs, le transport, alors le transport des produits que vous fabriquez, aussi bien du procurement, de ce que vous achetez, de ce que vous livrez, tout ce qui est travel, des voyages des collaborateurs, etc., etc. Et là-dessus, on a commencé à travailler, je vais y revenir, de manière à atteindre cette neutralité en 2035. Donc, c'est un plan. J'ai une question. Net zéro 2025 sous contrôle, pour la partie CO2 sous contrôle, c'est pour vous, vos besoins internes et aussi ceux de vos clients dans ce que vous produisez pour eux? Oui. OK. Prochain slide, s'il te plaît. Alors, en fait, on a effectivement 2 piliers. Il y en a un qui est tourné vers nous, un qui est tourné vers notre business. Donc, adresser tout ce qui est sous contrôle direct et tout ce qui est sous influence, en particulier en mettant en place, par exemple, pour ce qui est sous influence, des critères de décarbonisation et une mesure de ces critères dans le choix de nos fournisseurs et partenaires.
c'est-à-dire que ça devienne des critères prépondérants aussi dans nos choix stratégiques pour nos coopérations et nos fournisseurs. Et puis au niveau business, c'est intégrer cette notion de décarbonisation dans tout notre plan et notre vision business. Donc c'est suivre ce sujet en tant que tel dans tous les pipes business, c'est avoir obligatoirement des objectifs de décarbonisation dans toute affaire supérieure à 20 millions d'euros. Alors 20 millions d'euros, ça peut faire beaucoup, mais pour un groupe comme nous, qui faisons 12 milliards, on ne fait pas que des affaires à 10 kg euros, heureusement, parce que sinon on aura un petit peu de mal. Donc en fait, ça représente un pourcentage extrêmement important de nos affaires. Et puis, le dernier point, c'est de fournir des offres qui permettent à nos clients de faire des progrès sur le sujet. Et là-dessus, on est comme tout le monde, on apprend en marchant, et si on veut aller plus vite, il faut qu'on identifie des partenaires, il faut qu'on fasse l'acquisition de sociétés dont faire du conseil en stratégie de décarbonisation, travailler sur ces sujets-là, ce soit vraiment l'expertise depuis longtemps. C'est pour ça que, par exemple, on a annoncé l'acquisition d'EcoAct il y a quelques semaines et qu'on continue notre politique d'acquisition pour avoir l'envergure suffisante par rapport à nos ambitions. Alors, quelque chose qui est compliqué, finalement, quand on regarde le sujet, c'est comment vous matérialisez des tonnes de CO2, comment ça parle aux employés. Alors, finalement, la décision qu'on a prise, et on n'est pas les seuls, Microsoft, par exemple, fait la même chose, c'est dire, on va y mettre un prix. Mettons un prix de, je sais pas, 1 000 euros, 10 000 euros par tonne de CO2. Et utilisons ce prix pour matérialiser ce qui se passe à la fois à l'intérieur de l'entreprise, donc tout le coût des bâtiments, des équipements, de l'IT, des employés, etc. Faisons la même chose pour tout ce qui est logistique, manufacturing. Là, à chaque fois, on est dans des coûts. Et faisons la même chose aussi pour le business. De manière à pouvoir sensibiliser toutes les dimensions de l'entreprise, la partie fonctionnement day-to-day, la partie manufacturing, logistique, et la partie sales. Et là-dessus, une fois qu'on a mis un prix, on sait manipuler des valeurs, donc des choses qui parlent aux gens, on sait se mettre des objectifs, on sait se mesurer. Prochain slide, s'il te plaît. Alors, au-delà de ces aspects très pratiques, on est aussi une entreprise d'innovation. Et donc, on mène des projets pour progresser sur ces sujets-là, et je vais en évoquer quelques-uns. Alors, le premier, puisque notre métier, c'est aussi de fournir des data centers, de faire des supercalculateurs, donc des objets avec une consommation énergétique qui peut être importante, c'est comment passer à de l'énergie renouvelable pour alimenter ces environnements. Donc la première étape, qui est la plus facile, parce que ça s'appuie sur des technologies qui sont déjà existantes, c'est utiliser de l'éolien, des fermes solaires pour produire de l'énergie, et d'y associer des batteries, ce qui commence à être un petit peu plus récent en grosse capacité, pour faire le stockage. Et là, à nouveau, on voit poindre effectivement un petit peu des notions d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer avec le vent? Qu'est-ce qui va se passer avec le soleil? Comment j'optimise le remplissage de mes batteries, l'utilisation d'énergie classique. Et puis, on a commencé à travailler avec partenaires sur tout l'aspect hydrogène, effectivement, donc électrolyse, production, fabrication d'énergie, de manière à ramener ça dans l'équation quand les technologies seront disponibles, avec un objectif, c'est qu'on puisse, à la fois pour nos data centers et pour les data centers ou les supercalculateurs qu'on livre à nos clients, offrir cette capacité d'avoir de l'énergie entièrement renouvelable à terme. Prochain slide, s'il te plaît. Alors, un autre sujet, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le manufacturing. Chez nous, ça a été un grand déclencheur de prise sur conscience. On a la chance d'avoir un responsable du manufacturing qui est très sensible à ce sujet depuis très longtemps. Et ça a vraiment beaucoup aidé Atos à mettre le pied à l'étrier. Par exemple, sur les achats. Optimiser une politique d'achat, par exemple, quand vous fabriquez des très grosses machines, c'est compliqué. Parce que vous ne livrez pas X machines tous les mois, vous en livrez 10 000 par 5 000 au gré des grandes affaires. Et donc, avoir une politique d'achat qui vous permette de gérer vos stocks de façon à faire des transports par bateau
gérer correctement dans le temps. C'est pas si évident que ça, mais c'est extrêmement important, parce que sinon vous êtes sur des shipments par avion en permanence, et alors ça, d'un point de vue énergétique, c'est une vraie catastrophe. Un vrai sujet en manufacturing, c'est tout le recyclage aussi. Tous les cartons, comment vous en diminuez le nombre, comment vous faites pour les recycler correctement, voire produire de l'énergie avec ce recyclage et vous en resservir. C'est aussi un vrai sujet. Et puis un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est le démantèlement. C'est-à-dire de plus en plus, quand on livre par exemple un data center ou un supercalculateur, on fournit le démantèlement. Donc on va récupérer le matériel, on va le recycler, il va servir à la fois de pièces détachées pour notre propre maintenance, ou il va être revendu, une fois reconditionné, à d'autres clients. Ce qui permet aussi d'avoir un cercle vertueux, excusez-moi, sur le sujet. Et est-ce que, par exemple, dans ces offres de computing, enfin de data center, elles sont offertes aussi comme un service, c'est-à-dire que vous gardez la propriété et vous facturez? Alors, oui, on a beaucoup de clients qui fonctionnent comme ça. Ça dépend beaucoup des marchés. Si je prends le marché des supercalculateurs, on est quand même encore beaucoup dans un marché d'acquisition. C'est un sujet qui est assez compliqué en termes de mouvement de données, en termes de confidentialité de ce qui est fait par les clients. Pour des charges type finance, assurance, c'est beaucoup plus du as a service. Donc là, on est propriétaire du data center et on fournit uniquement l'accès. Alors soit au sens puissance de calcul, au sens application, ça dépend un petit peu des clients. Et c'est pour ça que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que beaucoup des initiatives que l'on prend s'adressent à la fois à nous et à nos clients. En fait, on le fait pour les deux parce qu'on a des problématiques qui sont assez similaires, puisque parfois on a des métiers qui peuvent être assez voisins de ce que fait leur propre IT, par exemple. Donc je disais qu'il faut s'adresser à nous, et puis il faut aussi avoir des offres pour aider nos clients dans leur verticale métier. Et donc on s'attache à avoir des offres sur toutes les verticales métiers sur lesquelles on est, donc tout ce qui est manufacturing, tout ce qui est santé, sciences de la vie, finance, assurance, etc. Et là, vous avez quelques exemples de projets qu'on a faits. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que pour beaucoup de clients, quel que soit le domaine dans lequel ils travaillent, on revient à la problématique de l'énergie. C'est économie de carburant, de consommation de flotte, etc. Aujourd'hui, c'est un gros sujet de préoccupation de beaucoup de nos clients. Prochain slide, s'il te plaît. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important dans ce genre d'aventure, c'est d'embarquer tout le monde. Parce que c'est une aventure collective, il y a aussi le comportement individuel. Tu l'évoquais tout à l'heure, c'est extrêmement important. Là, on parle beaucoup des entreprises. Je rappelle que à chaque fois que vous faites un coup de Google là-dessus, ou d'autres moteurs de recherche, ou que vous faites un coup de Netflix, vous avez des kilos de serveurs, de disques qui travaillent pour vous, pour faire le boulot, des réseaux qui promènent tout ça. Et le coût à la sortie, ce n'est pas le coût de votre téléphone, c'est le coût de tout ce qu'il y a derrière, et ça peut être assez gigantesque. Aujourd'hui, on considère qu'une heure de Google, c'est à peu près la même chose que faire un aller-retour Paris-New York, quand même, en avion, juste pour vous donner un petit ordre de grandeur. C'est très très loin d'être négligeable, tout ça. Donc, c'est important d'emmener tout le monde avec nous, que les gens prennent conscience de qu'est-ce qui génère comme émission de carbone quand ils font du mailing, quand ils se déplacent, quand ils font ceci, quand ils font cela. Et donc, ça leur offre l'application, la possibilité de rentrer leurs propres données, parce que pour des problématiques de vie privée, de GDPR, etc., il est hors de question de collecter des données et de les injecter là-dedans. C'est chacun qui est autonome pour fournir de l'information à l'application qui va l'aider à faire, en faisant de la prédiction, à voir un peu où il en est, va lui proposer des idées pour s'améliorer, et qui va aussi potentiellement mettre en place un système de reward pour motiver les gens à faire des efforts. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place chez nous et qu'on met aussi en place pour un client. Et donc, si vous voulez, vous pouvez charger là, voir comment ça marche. Alors en termes d'innovation, là on se projette beaucoup plus loin. Pour le moment, on a beaucoup parlé, mais comment je fais pour réduire mes émissions ? L'un des autres sujets qui peut être abordé, c'est comment je fais pour capturer le carbone. Parce que pour le moment, on compte beaucoup sur les forêts. On voit en ce moment avec le Brésil et tout ce qui est Amazonie,
le trend n'est pas forcément extraordinairement positif. Donc on peut aussi se poser la question de comment utiliser des matériaux pour absorber le CO2. Donc là, en ce moment, on a un partenariat pour travailler sur le sujet et on s'appuie sur notre expertise en algorithmie pour tout ce qui est quantum computing. Les ordinateurs quantiques, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon qu'un ordinateur classique, en particulier d'un point de vue algorithmique, mais ça s'applique assez bien à tout ce qui est modélisation numérique en chimie en particulier. Et donc, ça permet de faire de la modélisation et de la simulation numérique beaucoup plus efficacement que sur des très gros supercalculateurs. Et donc, on a mis au service nos capacités à la fois en computing, en programmation algorithmique sur ces environnements et en simulation numérique, puisqu'on est quand même le numéro 1 en Europe en supercalcul, pour travailler sur la modélisation de matériaux, les équations chimiques qui se passent dedans, de manière à travailler sur est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des matériaux, des technologies qui permettraient de capturer le CO2 et donc d'aider Mère Nature à faire le boulot. Enfin, je crois que c'est le dernier point, parce que sinon Philippe va me rappeler à l'ordre, ça ne va pas tarder. Il y a tout notre écosystème de start-up, comme je dirais quasiment tous les grands groupes. On a un incubateur de start-up qui s'appelle Autoscaler. Et effectivement, aujourd'hui, une grande majorité des start-up qu'on embarque sont des start-up qui travaillent sur le sujet de la décarbonisation, sous un angle ou sous un autre. Donc c'est devenu, pour nous, en termes d'incubation, un sujet majeur. Et puis, on a notre IT Challenge. Alors, IT Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge qu'on lance tous les ans à destination des étudiants. C'est mondial. Le premier prix, 10 000 €. Donc ça motive un petit peu les étudiants. Et le sujet pour 2021, c'est comment le digital peut aider à décarboniser le non-digital. Et s'il y a des étudiants de la salle, vous avez jusqu'à fin novembre pour candidater et poster un pré-projet pour des sélections qui auront lieu sur la fin de l'année et le début de l'année prochaine. C'est très intéressant, on a vraiment des universités qui participent de partout dans le monde et c'est incroyable de voir comment ces jeunes sont motivés, sont capables de monter des business plans qui permettent, y compris à des sociétés comme Atos, de puiser de nouvelles idées. Et on compte aussi sur ce challenge pour nous donner des idées pour avancer sur le sujet. Voilà, donc, comme je disais, on a un commitment très fort en décarbonisation, c'est comment faire 15 ans plus vite que le Green Deal européen, ce qui est déjà un beau challenge. On se donne pas mal de moyens pour y arriver, en termes d'outils, en termes de mesures, en termes de motivation de tout le monde. On construit aussi les portfolios et les offres pour nous aider nous-mêmes et nos clients. Et avec ça, on pense qu'on a pas mal d'armes en main pour... excusez-moi, encore des petits soucis, atteindre nos objectifs et puis rester un leader sur tout ce qui est sustainability. Merci. Merci Eric. Alors je vous propose, si vous avez des questions, de les poser maintenant. La digestion Oui, est ici. difficile, on dirait. Vous m'entendez ? Oui. Donc Fabrice Arroyo, j'aime. J'ai une question sur l'énergie management. Est-ce que vous envisagez de faire varier la puissance de calcul, donc notamment des supercalculateurs, mais toute la partie que vous gérez, en fonction du mix électrique ? Alors oui, on fait ça sur plusieurs aspects déjà. On le fait tout court. Quand vous prenez l'exemple de la simulation numérique, un programme de simulation numérique, c'est extrêmement cyclique. Grosso modo, ça calcule, ça échange, voire un peu de temps en temps, ça sauvegarde toutes les données sur disque, parce que si jamais ça se casse la figure, c'est un peu dommage de tout perdre depuis le début. Et typiquement, pendant que vous communiquez ou vous mettez des informations sur disque, ce n'est pas la peine que les CPU tournent à pleine puissance. Donc, première action que vous pouvez faire, c'est baisser la fréquence des CPU de manière appropriée au bon moment. Et en faisant ça, mine de rien, vous pouvez économiser entre 10 et 20%, c'est très très loin d'être négligeable, de la consommation énergétique d'un supercalculateur, avec un petit surcoût de temps d'exécution qui va être de l'ordre de 5%. Donc un gain qui est très important. Après, effectivement, il y a
le fait que l'énergie, déjà aujourd'hui, coûte pas le même prix tout le temps, forcément. Et donc, comment intégrer dans votre politique de lancement des tâches cet aspect énergétique, sachant qu'en supercalcul, c'est un sujet qui est, alors je dirais pas simple, mais pas extrêmement compliqué, puisqu'on est sur une méthode à l'ancienne de batch. C'est-à-dire qu'un supercalculateur, ça marche comme un mainframe d'il y a 50 ans. Vous postez un job, et puis vous serez averti quand il sera terminé, dans 3 heures, dans 15 jours ou dans un mois. Donc quelque part, la machine a une très bonne visibilité de ce qu'elle a en attente. Et donc, en fonction des contraintes énergétiques, jour, nuit, ceci, cela, voire d'un budget d'une centre de calcul qui est inférieur à la puissance de la machine, à ce qu'on a déjà vu, ce qui donne des trucs un peu rigolos, vous pouvez prendre des décisions. Et puis, effectivement, derrière, tout à l'heure, on a évoqué les problématiques d'intégrer du complètement renouvelable avec du solaire, de l'éolien et puis demain de l'hydrogène. Se posent un peu les mêmes questions avec un sujet complémentaire qui est la gestion du microgrid. Et là-dessus, on s'appuie aussi sur un savoir-faire qui est local d'ailleurs avec WorldGrid, puisqu'on a toute une entité qui travaille sur tout ce qui est distribution énergétique. Et les grids, aujourd'hui, ça devient très complexe puisque l'énergie se met à circuler dans tous les sens en transversal. Un peu comme un virus ? Comme un virus, je ne sais pas, mais aujourd'hui, l'électricité, suivant ce que vous faites, elle circule dans un sens ou dans un autre sur une ligne. Et ça demande des systèmes de gestion et d'optimisation relativement sophistiqués, si je puis dire. Merci. Une autre question, madame ? Et puis monsieur ? Bonjour. Allô ? Allô ? Ah. J'ai une question concernant l'initiative, le Carbon Friendly Code, dont vous avez parlé rapidement. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu plus de détails et est-ce que vous ciblez des logiciels particuliers ? Alors, aujourd'hui, on est assez pragmatique. Donc, les logiciels, les premiers types de logiciels qu'on cible, c'est tout ce qui est embarqué. Où il se pose là, au-delà de la décarbonisation, des problèmes réels de consommation, de batterie, d'énergie disponible, etc. Et on utilise en particulier un outil d'analyse de compilation qui permet de donner une vision énergétique du code produit. Alors, toujours pour donner un petit ordre d'idée, on produit un smartphone hautement sécurisé pour des activités de défense, des choses comme ça. En utilisant ce genre de technologie, on est réussi à économiser 20% de la consommation de l'objet en agissant uniquement sur la manière de programmer le logiciel. Donc ça peut être extrêmement important. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'amener ça sur, je dirais, les écosystèmes qui travaillent en Python, en R, etc. Parce que là, c'est plus complexe. On est sur un mode où on est beaucoup dans l'intégration, si je puis me permettre, de fonctions qui sont dans les librairies, etc. Donc ça fait un espèce de gloubi-boulga de couches les unes au-dessus des autres, qui est assez compliqué à maîtriser, mais dont on constate qu'à la sortie, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus optimum. Donc là, c'est un peu l'enjeu du moment. C'est comment exporter ces technologies qui sont plutôt d'embarquer initialement vers ce monde que je qualifierais de beaucoup plus ouvert et de ce point de vue-là plus complexe. Merci. Vous avez une autre question là-bas ? Allô ? Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Vous avez beaucoup parlé de CO2. Est-ce que vous avez d'autres indicateurs comme l'eau ou la toxicité dans les sols ? Aujourd'hui, on est très focalisé sur le CO2. L'eau est un vrai sujet. Il commence à apparaître dans toute la... Tout à l'heure, je parlais qu'il y avait 3 groupes de maîtrise. La partie eau, et comme les déchets d'ailleurs, qui est aussi un sujet en tant que tel, est dans la partie carbone sous influence. Et donc, c'est des sujets qu'on commence à regarder. Mais aujourd'hui, c'était pas encore trop dans notre radar. Et tout ce qui est pollution des sols, je ne sais pas à quel point on est concerné ou pas, à vrai dire, très honnêtement, mais c'est sûr que c'est un sujet qu'on n'a pas du tout regardé. Comme tout le monde, on a de toute façon encore pas mal de marge de progrès, et heureusement, parce que bon, c'est facile de dire qu'on sera net zéro en 2035, mais c'est quand même un sacré challenge, mine de rien. Merci Eric, merci beaucoup. Merci.
Alors pour continuer, on va se reconnecter avec donc le Québec et non Montréal. Marc Leduc, Investment Manager chez BASF Venture Capital, qui a également participé hier. Marc, je sais que vous avez préparé une présentation très courte, de moins de 10 documents, mais on va essayer de l'interagir avec le public. Donc je ferai la personne qui dit « Voilà, il y a une question ici pour vous ». Ça vous va ? C'est parfait. À vous. D'accord. Et vous avez le document à partager de votre côté. Je vais le partager dans quelques instants. Je le partage en fait à l'instant. On va voir. Donc, écran numéro 2. Et c'est parti, j'espère. Vous voyez l'écran ? Parfaitement. Parfait. Bon, bien. Je vais commencer par peut-être m'introduire, une petite introduction, parce que, bon, à l'accent, vous voyez, je suis québécois et je travaille pour une boîte allemande en Allemagne, et ce, depuis 20 ans. Donc, mon accent québécois a été un peu atténué avec un mélange d'anglicisme et d'allemand, et donc, voilà, ça va donner un mélange intéressant pour vous aujourd'hui. Donc, il me fait plaisir d'être ici pour parler de décarbonisation du groupe de BASF. Quelques mots sur moi. Donc, moi, je fais partie du groupe de Capital Risque, donc c'est-à-dire BASF Venture Capital. Donc, ça fait 20 ans que je suis dans le groupe de BASF et ça fait environ près de 4 ans que je fais du Capital Risque pour le groupe de BASF. Donc, nous, on s'occupe vraiment de... c'était un peu la raison pourquoi j'étais avec vous hier pour la série des pitchs. Et donc, nous sommes plutôt généralistes. Donc, moi, je me vois comme un généraliste, pas comme les experts qu'on vient d'entendre à l'instant. Donc, je vais vous donner un aperçu plutôt global de ce qu'on fait. Et donc, s'il y a des questions un peu plus pointues ou j'ai peut-être pas la réponse, je peux trouver la réponse pour les gens qui seront intéressés par la suite. Donc, comme je disais, donc, c'est fait un énorme plaisir d'être là, quoique virtuellement aujourd'hui, pour vous donner vraiment un bref aperçu de ce que le groupe BASF fait pour réduire les émissions de carbone dans l'industrie chimique. Donc, on a toujours ce truc ici que je vais sauter. Voilà. Donc, toute présentation de BASF, du moins si vous en avez déjà entendu parler, utilise le mot Verbund. Bon, c'est un mot allemand qui veut dire en français approximativement interconnectivité. Ce système ou ce concept de Verbund était historiquement un concept assez important pour BASF. Donc, ce dit Verbund exploite des synergies dans les domaines, par exemple, l'infrastructure, la logistique, les matières premières, les ressources, le savoir-faire, les personnes et aussi particulièrement de l'énergie. Donc, en fait, c'est un élément important dans notre stratégie d'efficacité énergétique. Donc, la chaleur résiduelle, par exemple, d'un procédé de production d'une usine est utilisée comme énergie dans d'autres usines. Donc, avec le Verbund, ça nous a permis d'économiser en 2019 19 millions de mégawattheures. Donc, c'est l'équivalent d'environ 3,9 millions de tonnes de CO2. BASF utilise aussi des systèmes de centrales thermiques et électriques combinés. Donc, demandez-moi pas les détails, je ne suis pas ingénieur, mais vous allez suivre ce que je veux dire. Donc, des centrales thermiques et électriques combinées qui permettent de produire près de 70% de la demande d'électricité et l'ensemble de la demande de vapeur du groupe de BASF. Donc, si on compare cette approche combinée avec les méthodes classiques de production d'électricité et de vapeur prises individuellement, BASF a économisé environ 12 millions de mégawattheures. Donc, encore l'équivalent de 2,5 millions de tonnes de CO2. Ça, c'est en 2019. Donc, si on combine le concept de Verbund et les technologies de centrales thermiques et électriques combinées, BASF a évité un total d'environ 6,4 millions de tonnes d'émissions de carbone en 2019. Donc, depuis 1990, depuis 1990, BASF a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de moitié, tout en augmentant la production presque du double. Donc, cet objectif a été atteint grâce aux mesures, justement, de l'histoire du Verbund, dont je viens de vous parler, et aussi par l'utilisation de catalyseurs pour réduire les émissions d'oxyde de nitreux. Bon, clairement, pour le futur, ça va être de plus en plus difficile de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre en raison de la grande efficacité que BASF a déjà atteinte avec ces procédés. Néanmoins, BASF s'est fixé comme objectif une croissance neutre
en équivalent de CO2 jusqu'en 2030. Donc, c'est-à-dire que nous voulons découpler les émissions de gaz à effet de serre de la croissance organique du business. Donc, concrètement, pour croître dans le futur, jusqu'en 2030, nous devrons réaliser une réduction supplémentaire des émissions d'environ 30%. Bon, clairement, des développements incrémentaux ne suffiront pas. Il faudra des technologies totalement différentes pour atteindre cet objectif. Donc, nous avons regroupé en 2018 les différentes mesures. Donc, ce sont des projets, des idées, dans un programme de gestion globale du carbone. Donc, ce programme comprend trois éléments, essentiellement trois éléments. Le premier, nous continuerons bien sûr à réduire les émissions de CO2 grâce à des améliorations de nos procédés actuels. On s'attend à ce que ces améliorations contribuent d'une façon plutôt en anglais incremental, donc progressive, je crois en français, mais basée sur notre expérience industrielle, dans l'optimisation des procédés, on s'attend à ce que le risque d'exécution soit assez faible. Le deuxième élément du programme se concentre sur l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans notre approvisionnement global d'énergie. Et ça représente effectivement un potentiel de réduction de CO2 nettement supérieur au premier pilier. Par contre, la disponibilité, donc, je vous ai fait une connerie. Voilà. Donc, la disponibilité et le coût des énergies renouvelables seront absolument clés pour la réussite de ce changement. Et bon, finalement, nous estimons que le plus grand potentiel réside dans le développement de technologies fondamentalement différentes, fondamentalement nouvelles pour la production de produits chimiques à faible émission. BASF a entamé un programme important de R&D avec plus de 100 collaborateurs qui sont directement impliqués à temps plein. Donc, c'est une initiative assez importante à la BASF. Donc, pour mieux comprendre les domaines d'intérêt que BASF a choisis pour son programme de R&D, pour la gestion de carbone, il serait bien d'examiner les émissions de gaz à effet de serre sur notre site à Ludwigshafen en Allemagne en 2019. Bon, ici, on constate qu'environ 80% des émissions de gaz à effet de serre sont générées par la production d'électricité et de vapeur, et deux, par quelques procédés pour la production de produits chimiques de base. Donc, ce sont les deux ici que nous voyons, le 3.3 et le 3.9. On constate aussi qu'un grand nombre d'usines de produits chimiques plus, disons, spécialisés, donc c'est environ 190 usines à Ludwigshafen, ne contribuent en fait que peu d'émissions, du moins par rapport aux émissions globales. Donc, en fait, ce n'est pas une distribution surprenante et ce n'est pas vraiment spécifique qu'à BASF. En fait, les 10 produits pétrochimiques de base les plus énergivores sont responsables pour environ 70% des émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie chimique européenne. Quand vous dites de base, c'est quel exemple de produit chimique de base dans les 10 ? De base, c'est l'ammoniac, c'est l'hydrogène, c'est l'éthylène, le propylène, des choses comme ça. OK. Donc, il va sans dire que ces produits chimiques de base sont super importants parce qu'ils sont le départ de plusieurs chaînes de valeur dans nos productions. Donc, nous avons décidé de concentrer nos recherches sur les procédés de production qui représentent vraiment les leviers les plus importants. Donc, les principaux sujets de ce programme, donc, ce sera l'électrification des procédés avec des sources d'énergie renouvelables et des voies de synthèse tout à fait différentes. Bon, ça paraît un peu abstrait, donc je vais vous donner deux exemples un peu plus concrets. L'un des éléments clés du programme serait la production d'hydrogène à émissions réduites. On a entendu parler aujourd'hui de production d'hydrogène à partir d'électrolyse. C'est tout à fait valable. Nous, BASF a aussi décidé d'explorer, et ça depuis plusieurs années déjà, avec des partenaires, un projet pour la production d'hydrogène à partir de la pyrolyse du méthane fossile. Un deuxième projet qui se consacre, qui est un peu différent, en fait, se consacre sur...
se consacre sur le développement du premier concept mondial du chauffage électrique pour les vapocrackers. C'est un nouveau terme pour moi. On appelle ça le steam cracker en anglais, donc c'est les vapocrackers. Donc les vapocrackers de BASF, eux, nécessitent une température d'environ 850 degrés pour fractionner le naphtha, donc l'huile, pour en faire en vue des traitements ultérieurs. Donc, on craque l'huile pour en faire de l'éthylène, propylène. Et c'est la base de l'industrie chimique. Si nous pouvions atteindre cette température avec de l'énergie ou de l'électricité d'origine renouvelable, et donc en remplaçant le gaz naturel qui est utilisé présentement pour actionner le procédé, des émissions de CO2 pourraient être grandement réduites. Bon, on a parlé de plusieurs procédés et beaucoup de ces procédés dans nos programmes de R&D prévoient une augmentation significative de la demande en électricité d'origine renouvelable. Donc, vraiment pour mettre en œuvre tous ces nouveaux procédés de production, nous estimons qu'une demande additionnelle d'électricité d'environ 3 ou 4 fois celle requise aujourd'hui, du moins à Ludwigshafen, sera nécessaire. Donc, c'est une croissance énorme. Donc, en plus des risques techniques de tous les projets de recherche normaux, la disponibilité constante et les prix concurrentiels de l'énergie renouvelable seront des facteurs essentiels pour le succès de notre programme. Donc, il va sans dire que BASF étudie sérieusement différentes options pour l'alimentation en énergie renouvelable. Bon, maintenant, je voudrais vous parler d'une autre initiative qui est un peu en dehors de notre programme officiel de gestion de carbone, mais qui a quand même un impact positif par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vais vous parler de notre projet ChemCycling. Et donc, le projet ChemCycling à la BASF, c'est un projet qui entend fabriquer des produits à partir des déchets plastiques recyclés chimiquement à l'échelle industrielle. Bon, ici, nous nous concentrons sur des déchets plastiques pour lesquels il n'existe encore aucun procédé de recyclage de grande valeur. Il est important de mentionner que le projet de ChemCycling est complémentaire au recyclage mécanique qui est bien établi pour plusieurs autres produits tels le polyéthylène terephthalate, le PET, donc pour les bouteilles ou les chandails. Donc, parmi les déchets plastiques qui sont vraiment plus difficiles à recycler mécaniquement figurent par exemple les plastiques contenant des résidus, donc des résidus de nourriture ou les emballages alimentaires en multicouches ou encore les plastiques composites utilisés dans l'automobile et la construction. Donc, dans le cadre du projet de ChemCycling, nous collaborons avec des partenaires qui utilisent des procédés thermochimiques pour transformer les déchets plastiques en matières premières. Donc, essentiellement ce qu'on appelle de l'huile de pyrolyse. Cette huile est injectée dans le Verbund, donc les vapocrackers, dont je viens de vous mentionner, et peut être utilisée pour la production de beaucoup d'autres nouveaux produits chimiques et aussi des plastiques. Donc, si on utilise une approche de mass balance, le contenu des matériaux recyclés est alloué à tous les nouveaux produits qu'on peut produire avec une méthodologie qui est auditée par un tiers. Donc, le résultat, c'est des produits de même haute qualité que ceux préparés à base de pétrole, mais cette fois-ci préparés à base de déchets plastiques recyclés. Donc, grâce à une analyse de cycle de vie, nous avons pu montrer que le recyclage chimique, donc la pyrolyse des déchets plastiques difficiles à recycler, émet 50% moins de CO2 que son alternative unique pour ce genre de déchets, donc qui est l'incinération. Donc, c'est quand même une approche viable. Donc, vous avez dit, oui, j'avais très peu de slides, donc j'en suis déjà arrivé à la fin. J'espère que je vous ai donné un très bref aperçu des initiatives en cours chez BASF pour la gestion de carbone. Si vous avez des questions, je suis prêt à les répondre. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie de votre attention. Merci Marc. Est-ce que nous avons des questions dans l'assistance ? Personne ? Personne ? Non. Merci. Oui, je vous remercie. Merci. Alors la dernière... Donc je voudrais présenter Mathéo Dugan, qui sera la personne et quatrième et dernier intervenant pour aujourd'hui.
Donc Matteo est IT Efficiency Sustainability Technologist chez Hewlett-Packard Enterprise, en charge en Europe et en Moyen-Orient de notre notre stratégie d'économie circulaire. Il a travaillé sur 4 continents différents, est basé aujourd'hui près de Londres, m'a étudié à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, et a été basé au Congo, en Floride, aux États-Unis et aussi dans les États-Unis arabes. C'est exact, Matteo ? Oui, c'est ça. Donc les Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis. Alors on va vous voir à l'écran et j'ai ici la présentation. Je pense que tu m'as envoyé tout à l'heure, mais c'est comme tu veux. Si tu préfères piloter de ton côté, je peux le faire d'ici. Écoute, je vais piloter de chez moi, comme ça Ok. tu pourras garder les mains libres. Mais Merci. donc merci beaucoup déjà de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici virtuellement. C'est assez marrant ce format hybride qui me plaît beaucoup, pour être honnête. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu des plans de développement durable et donc du coup au niveau de l'empreinte carbone de HPE. Donc HPE qui est une entreprise qui est le résultat de la scission de l'ancien HP en 2015 en plusieurs organisations, dont HPE, qui est la partie donc B2B, transformation digitale dans le monde de l'entreprise, qui est aujourd'hui un groupe qui fait qui pèse à peu près 30 milliards de revenus par an, avec à peu près 60 000 employés autour du monde. Et moi, je fais partie donc de l'équipe développement durable qui s'appelle Living Progress, qui est donc une équipe qui s'attache vraiment à regarder et à analyser quelle est l'intersection entre le monde de la technologie, l'industrie de l'IT et le développement durable. Est-ce qu'ils sont compatibles? Est-ce que l'un peut aider l'autre et vice-versa? Et donc voilà, donc c'est vraiment le travail auquel on s'attache, d'où mon titre aussi de technologiste, parce qu'on fait aussi pas mal de recherches, on écrit des livres blancs sur le sujet pour voir quelle est justement à quoi va s'apparenter cette intersection entre les deux. Et je pense que du coup, la première chose à vraiment reconnaître d'un point de vue global pour toutes les personnes qui ont à cœur de s'engager sur ce genre de stratégie, qui y pensent ou qui y sont déjà, c'est de reconnaître que s'engager dans ce genre de stratégie est un vecteur d'opportunité et quelque chose de positif. Aujourd'hui, on a donc par exemple ces chiffres qui ont l'air un peu des chiffres assez marketing, mais qui quand même reflètent très clairement les bienfaits entre guillemets des stratégies développement durable dans les organisations, qu'elles soient petites ou grandes, où on a par exemple 87% des leaders exécutifs dans les organisations qui reconnaissent que l'implémentation de ces pratiques développement durable leur ont permis d'augmenter les revenus de leur entreprise. Ou alors que sur le premier quarter de 2020, en plein Covid, les indices financiers qui étaient alignés à des facteurs ESG, ce qu'on appelle donc environnement, socio, gouvernance, ont surpassé de 85% la performance d'autres stocks qui n'étaient pas forcément apparentés à des vecteurs d'environnement, sociaux ou de gouvernance. Et finalement, on a aujourd'hui, et ça je le vis vraiment au jour le jour, parce qu'une grande partie de mon travail, c'est d'interagir avec nos clients, nos partenaires sur ces sujets-là, où on a près de 70% des organisations qui préfèrent avoir des partenariats ou alors acheter de fournisseurs qui, eux, également respectent ce genre de valeurs, partagent ce genre de valeurs et l'ont intégré à leur propre business model. Donc, je pense que la première chose, c'est vraiment de reconnaître qu'il y a une énorme opportunité à s'embarquer dans ce genre de stratégie, que ce soit encore une fois pour des startups, pour des grandes organisations, etc., parce que ça va vraiment être vecteur d'opportunités financières et business. La deuxième chose, c'est que c'est clairement quelque chose qui arrivera dans tous les cas, qu'on veuille s'y mettre ou pas, d'un point de vue d'une organisation. C'est quelque chose qui est déjà là et on voit déjà énormément de contraintes. Donc, au-delà d'être une opportunité, c'est quelque chose qui va être contraignant si on s'y met pas dès maintenant. Donc, aujourd'hui, ça, c'est vraiment 3 exemples de contraintes. Il y en a beaucoup d'autres, mais la première, par exemple, dans notre monde de la technologie, et qui va être une contrainte pour toutes les personnes qui utilisent de la technologie dans les 10 prochaines années, donc à peu près tout le monde, c'est qu'on a un monde de la technologie qui est directement lié à l'extraction des ressources naturelles, malgré le fait qu'elles paraissent si virtuelles. Et on a aujourd'hui une estimation qu'entre 2019 et 2025, on va avoir une multiplication par 5 de la puissance de calcul dans les entreprises. À côté de ça, on a un monde qui est fini. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va découpler en fait l'ère digitale de l'extraction des ressources naturelles. Et on y reviendra juste après.
La deuxième chose, c'est qu'on a une augmentation de la complexité du milieu de la conformité dans le milieu du développement durable. On a une augmentation de 72% des régulations associées aux facteurs ESG sur les 5 dernières années. Et ça va ne faire que augmenter, que ce soit avec le Green Deal en Europe, que ce soit avec les nouvelles élections aux US, que ce soit la Chine qui a annoncé qu'elle allait être net zéro d'ici à 2060 également. On va avoir une augmentation de ce genre de régulation et donc du coup ça va toujours être plus difficile de naviguer dans cette complexité si on ne commence pas dès maintenant. Et finalement peut-être la plus importante, en tout cas à mes yeux, qui est celle de la pression qui augmente de la part des différents acteurs de l'écosystème. Et quand je dis écosystème, je vais peut-être prendre le traditionnel investisseur qui, comme on l'a dit juste avant, est lui dans l'attente d'investir dans justement encore plus dans ces fonds qui respectent les valeurs ESG. Mais on a également les employés, où on a vu pas mal d'exemples sur les derniers mois d'employés de grandes organisations qui demandaient à leurs dirigeants d'être beaucoup plus actifs dans ces domaines-là. Donc ça, c'est également une grosse demande d'aujourd'hui. On a nos emplois et ça devient toujours plus compliqué entre guillemets donc d'engager des top talents dans nos entreprises. Et ça, encore une fois, ça va être vrai dans les startups, ça va être vrai dans les multinationales et tout ce qu'il y a au milieu. Ça va être toujours plus dur d'avoir les top talents et donc développer ce genre de stratégie, avoir ce genre d'initiative est une forme de pouvoir justement attirer ces talents dans l'industrie. Et finalement, la partie client, comme on l'a mentionné juste avant, où on a des clients qui sont toujours plus sensibles à ça. Moi, personnellement, je vais vous donner des chiffres qui ne sont pas forcément publics, mais qui sont que HPE a en tout cas vu une augmentation de 25% de demandes de nos clients sur ces aspects développement durable, et que sur les appels d'offres, on a vu une augmentation drastique du pourcentage des appels d'offres de ces critères d'appel d'offres qui étaient associés avec des critères de développement durable. Aujourd'hui, on est sur certains appels d'offres, spécialement dans le domaine du high performance compute, qui était mentionné juste avant par Atos, dans lequel aussi on est très présent au niveau mondial. Ce genre d'appel d'offres aujourd'hui inclut facilement entre 15 et 20% des critères associés à des critères de développement durable. Voilà, donc c'est vraiment le contexte dans lequel on est aujourd'hui, qui est un contexte d'opportunité, mais également un contexte de nouvelles contraintes et de complexité, qui fait qu'aujourd'hui, pour nous, c'est le contexte que nos dirigeants nous ont mis en face et que notre équipe essaye de résoudre. Et d'un point de vue empreinte carbone, mais également d'un point de vue général, ce qui nous tient à cœur chez HPE, en tout cas, c'est vraiment de travailler main dans la main avec la science et de faire toutes nos analyses en fonction des trouvailles scientifiques et de toujours travailler avec ce qu'on appelle donc des analyses de cycle de vie pour pouvoir cartographier de manière très précise l'empreinte environnementale de notre organisation afin de dépenser entre guillemets nos dollars, d'investir nos dollars et notre temps et nos efforts sur les domaines les plus impactants. Donc ici sur ce slide, vous voyez en fait l'analyse de cycle de vie en termes d'empreinte carbone de HPE, où l'on a divisé ça en termes de chaîne d'approvisionnement sur la gauche, au milieu sur la partie produits et solutions, donc c'est sur la phase d'utilisation des produits, et finalement sur la droite, la partie opérationnelle, donc tout ce qui se passe entre nos 4 murs chez HPE. Vous voyez très clairement aujourd'hui que près de 60% de l'empreinte d'HPE, dans l'empreinte carbone d'HPE, se passe sur la phase d'utilisation des produits que l'on vend. Le deuxième plus gros bucket, entre guillemets, va se passer sur la chaîne d'approvisionnement. On est à peu près à 25%, même plus de 30%, pardon. Donc, on a là, en fait, une démonstration claire que si on n'agit pas au-delà de ce qui est, entre guillemets, sous notre contrôle direct, qui sont les opérations, on va en fait n'avoir qu'un petit impact sur notre empreinte à nous. Donc voilà un peu pour vous montrer à quel point c'est important entre guillemets d'avoir cette approche cette approche globale sur toute la chaîne de valeur pour pouvoir analyser ça de manière scientifique et de faire en sorte que les initiatives que l'on va mettre en place soient vraiment pertinentes. Donc les objectifs du coup qu'on a mis sont du coup par conséquence sur l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que si c'était encore une fois seulement sur notre contrôle direct, on manquerait près de 93% des émissions. Et on a, disons, 2 types d'objectifs. On a un premier objectif qui est un objectif à long terme, qui va être celui d'être neutre au niveau carbone d'ici à 2050. Donc c'est un pur alignement avec la science, avec les accords de Paris et avec le scénario 1,5 degré qui a été recommandé par les scientifiques à travers le GIEC. Et finalement, on a un deuxième
une deuxième liste d'objectifs qui sont plus à moyen terme, qui eux sont sur la partie 2025. Donc d'ici à 2025, on a ces 4 objectifs qui sont sur la droite que l'on va devoir atteindre d'ici à 2025, comparé en général à 2016. Le premier sur la partie chaîne d'approvisionnement, qui est en haut à droite, va être celui de réduire de 15% les gaz à effet de serre associés avec notre chaîne d'approvisionnement d'ici à 2025. Le mécanisme derrière ça, c'est qu'on travaille avec des organisations tierces comme SBTi, qui est une organisation qui va vérifier les objectifs carbone pour qu'ils soient alignés à la science. Et on a pris l'engagement que 80% de nos fournisseurs, par dépenses bien sûr, seront alignés à la science, auront leurs propres objectifs carbone d'ici à 2025. De ce fait, on pense que la conséquence sera qu'on pourra réduire de 15% l'empreinte carbone sur notre chaîne d'approvisionnement. Sur la partie de nos opérations, donc qui est minime par rapport à notre empreinte carbone globale, mais qui est quand même importante. On s'est engagé à utiliser 50% d'énergie renouvelable d'ici à 2025. On est déjà à 41% au jour d'aujourd'hui. Et à réduire de 55% les gaz à effet de serre qui sont émis de nos opérations, comme ça pourrait être les bureaux, ça pourrait être la manière dont on voyage, etc., d'ici à 2025 comparé à 2016. On est aujourd'hui déjà à 47% de réduction de gaz à effet de serre sur notre scope 1 et 2, comme on les appelle, en 2019. Donc on va sûrement, pour anticiper un peu les choses, on verra, mais je pense qu'on va sûrement en venir à devoir déterminer des objectifs encore plus ambitieux bien avant 2025. Et finalement, le plus important, qui est celui sur la partie phase d'utilisation de nos produits. Comme je vous le disais, aujourd'hui, près de 60% de l'empreinte environnementale, donc carbone, de HPE, est dans la phase d'utilisation des produits et des solutions que l'on met à disposition de nos clients. Donc, il était clé de mettre un objectif qui soit clair et qui soit ambitieux sur cette partie-là. Et c'est celui que vous voyez en bas à droite de ces 4 carrés. Donc ici, on a pris l'engagement d'avoir un portfolio de produits qui sera 30 fois plus efficient énergétiquement d'ici à 2025. C'est un objectif très ambitieux qui dépend d'énormément d'acteurs dans l'écosystème et qui si c'est un succès, va avoir un impact énorme sur notre empreinte environnementale. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne quelque chose plus à court terme ici. Entre 2018 et 2019, on a été capable à peu près de réduire de 20% les gaz à effet de serre qui étaient associés à l'utilisation de nos produits. Donc même si cet objectif est relatif, en termes, donc il est plutôt au niveau de l'intensité carbone de nos produits, on a quand même une réduction absolue significative due à notre scope 3 downstream. C'est aussi une autre façon de mettre en image cette partie. Et finalement, on va également repousser l'importance de cette partie client, entre guillemets, de cette phase d'utilisation de notre chaîne de valeur, en développant une stratégie qui va nous permettre vraiment de découpler, entre guillemets, ou alors découpler partiellement, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué, voire impossible de découpler complètement la partie business et la partie extraction de ressources naturelles ou la partie gaz à effet de serre. Mais notre plan pour découpler ces deux parties, c'est notre approche d'analyse de cycle de vie, que beaucoup appellent également l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, on en a parlé juste avant avec BASF également. Donc on a également mis une stratégie qui est basée sur 5 piliers. Donc la première, c'est un programme qui existe depuis 1992. Donc HPE est une organisation qui existe depuis 1939, pour vous donner un peu l'idée. C'était la première société dans la Silicon Valley. Donc le programme d'éco-conception de design qui a été créé en 1992 et qui fait toujours aujourd'hui partie intégrante de cette stratégie économie circulaire. Comment est-ce qu'on va designer nos produits pour qu'ils soient plus efficients, faciles à réparer, faciles à recycler, faciles à remettre à neuf, et voilà, donc c'est vraiment ce programme-là. La deuxième partie, ça va être la partie chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est malheureusement pas très connu. On est malheureusement connu pour certains déboires qu'il y a dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit d'un point de vue environnemental ou social, dans la chaîne d'approvisionnement du l'IT. Alors, je dis pas HPE, mais l'industrie au total. Donc, on a à cœur justement d'avoir un programme de responsabilité de la chaîne d'approvisionnement solide à travers des partenariats comme celui avec le RBA, donc Responsible Business Alliance, qui vont être des parties tiers qui vont aller auditer toute notre chaîne de fournisseurs pour faire en sorte qu'ils soient
aux standards HPE, qui sont vraiment de réduire l'empreinte environnementale, mais également d'avoir les best practices en termes de gestion des hommes et pour faire en sorte que les personnes qui sont dans cette chaîne d'approvisionnement soient respectées et puissent suivre les mêmes standards que les employés d'HPE. Finalement, on a la partie phase d'utilisation également. Donc aujourd'hui, on a toute une gamme du portfolio d'HPE qui va aider les clients à optimiser l'infrastructure IT, à réduire la consommation énergétique, à la rendre plus efficiente, mais également à réduire les déchets, le surapprovisionnement, etc., etc. Donc on appelle ça l'efficience IT chez HPE. On a des milliers de consultants qui travaillent sur ce genre de sujet, qui est vraiment de comment est-ce qu'on va faire en sorte de pouvoir faire plus avec moins. Donc c'est vraiment ce domaine-là qui est aujourd'hui un de ceux qui boom le plus dans le portfolio. Et finalement, on a toute la partie que je vais sûrement décaler ici, qui est la partie fin de vie, qui va nous permettre de clore cette économie circulaire, qui est notre capacité à reprendre des actifs en fin de vie pour pouvoir récupérer leur valeur financière à travers une remise à neuf et finalement une revalorisation à travers une revente de ces actifs après les avoir remis à neuf dans nos usines. On opère et on est propriétaire de 2 des plus grandes usines de remise à neuf d'actifs de IT dans le monde, une qui est en Écosse et une aux États-Unis, dans lesquelles on reçoit plus de 4 millions d'actifs par an, que ce soit des smartphones, que ce soit des serveurs, des unités de stockage, que ce soit même des Google Glass. C'est vraiment prendre n'importe quel type d'actif IT pour les remettre à neuf et non les recycler. On est vraiment un gros focus sur la remise à neuf qui, d'un point de vue environnemental, a beaucoup plus de bénéfices. Donc du coup, voilà, on a intégré ce genre de capacité dans notre organisation pour pouvoir vraiment offrir cette offre end-to-end à nos clients et à nos partenaires. Donc, je pense que la meilleure façon, donc, c'est de vous expliquer un peu ce qu'on a fait, par exemple, avec un client. Et Philippe pourra sûrement rajouter ces détails c'est un partenaire à lui depuis de nombreuses années. Donc, c'est Nokia, avec qui on a récemment donc entré dans un partenariat où on va les aider justement à faire cette transformation digitale de manière la plus respectueuse de l'environnement possible à travers ce qu'on appelle le modèle as a service dont on parlait juste avant. Donc aujourd'hui, on était traditionnellement dans un modèle de CAPEX, donc dans un modèle où la plupart des entreprises, et je ne vais pas l'apprendre à toutes ces organisations qui sont si innovantes en face de moi, mais on est vraiment sur cette servitisation de l'industrie où les gens ne veulent plus être propriétaires de la technologie, ils veulent avoir accès aux bénéfices de la technologie. Et donc le modèle as a service va venir justement apporter des solutions à travers moins de surapprovisionnement, à travers une meilleure efficience énergétique, car accès, une démocratisation à de technologies plus efficientes au niveau énergétique, mais également l'aspect propriétaire. Donc, c'est-à-dire que HPE et les organisations qui sont derrière ce genre de modèle va rester propriétaire des actifs IT qui sont mis à disposition des clients, que ce soit dans leur data center ou que ce soit dans un cloud, etc. Et ce qui fait qu'en fin de vie de ces actifs, lorsque ces actifs ne sont plus voulus par l'utilisateur, ils vont automatiquement revenir sous l'égide de HPE pour que nous, on puisse, encore une fois, venir remettre à neuf cet actif et lui donner une seconde vie sur le marché. Ce sont exactement ce genre de partenariats qui vont nous permettre justement d'adresser ces 60% de l'empreinte environnementale d'HPE à travers justement des partenariats avec nos partenaires, nos clients, etc., etc. Et je vais m'arrêter là, Philippe. Merci beaucoup de votre attention. Je prendrai avec plaisir des questions. Je vais juste ajouter un petit point sur la dernière partie que Mathéo vient d'expliquer. Donc, ce qu'on a fait et ce que nous avons fait avec Nokia, c'est quelque chose qui était expliqué tout à l'heure. On ne peut pas avoir un contrôle sur tout ce qui est fait par nos partenaires. Donc, on essaye d'étendre le contrôle de ce que l'on fait pour nos clients et nos partenaires en offrant nos solutions as a services. Donc, le cloud hybride chez le client ou délocalisé, n'est pas le cloud public, est bien moins impactful au niveau énergétique que le cloud public et moins cher aussi pour les clients finalement. Donc beaucoup de clients qui sont allés vers le cloud public en reviennent vers un cloud, ce qu'on appelle hybride. Donc cette façon hybride de délivrer de services, notre société s'est engagée à avoir tout le portefeuille pour 2022 disponible as a service, ce qui a 2 bénéfices. La facturation comme un service et donc le maintien de la propriété auprès de Hewlett-Packard Enterprise qui ensuite peut utiliser les centres de remise à neuf comme Mathieu l'expliquait. Et deuxième bénéfice pour le client, dans le cas de Nokia par exemple,
Il s'agit d'un centre de laboratoire et de recherche et de développement à Tampere, en Finlande, où ils développent l'ensemble de leur software pour la 5G. Et en fait, on a déployé notre offre de service, GreenLake, as a service, donc consommation à la demande de ces infrastructures de calcul pour leur laboratoire de développement de software 5G. Et une partie de l'énergie est utilisée pour les services publics locaux, pour chauffer des piscines et également les bâtiments. Donc c'est vraiment étendre l'impact que l'on peut avoir pour capter l'énergie en fait et de manière plus optimum. J'espère que je l'ai expliqué correctement. Mathéo. Oui, parfaitement. Merci. Encore meilleur que moi. Parfait. Est-ce que vous avez des questions pour Mathéo? Oui, une question de madame. Allô? Allô? Est-ce que c'est bon? Allô? C'est bon? Oui. C'est bon? Donc, j'ai noté que vous aviez l'objectif d'améliorer d'un facteur 3 l'efficacité énergétique de vos produits pour 2025, je crois. Et donc, une amélioration de l'efficacité énergétique, c'est bien, mais l'impact carbone, il est net. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas la maîtrise sur comment vos clients vont utiliser vos produits. Et donc, vous ne maîtrisez pas, en fait, l'impact carbone global de tout ça. Est-ce que vous avez réfléchi à comment faire face à ça? Oui, complètement. Donc, c'est une très bonne question. La première chose, c'est que ce qu'on a observé jusqu'ici, et je tiens à reconnaître que c'est une faiblesse aujourd'hui de ce plan et disons de cette liste d'objectifs. Vous avez totalement raison. Aujourd'hui, il faut tendre plus vers des objectifs qui sont absolus au lieu d'être relatifs. Donc ça, c'est une première chose et c'est une très bonne remarque et j'en suis tout le monde très d'accord. Par contre, on suit de manière assez accrue quand même la réduction absolue de cette partie-là. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'on regarde donc en termes de réduction absolue de l'empreinte carbone qui est associée avec l'utilisation de nos produits, grâce justement à cette amélioration au niveau de l'efficience énergétique des produits, on est en train de voir aujourd'hui une réduction de 20% d'une année à l'autre de manière absolue dans l'empreinte carbone de ces produits. La raison étant que même si je lui souhaite tout mon bonheur à HPE en tant qu'organisation en termes de croissance économique, elle ne croira pas de 30 fois entre 2016 et 2025 en termes de nombre de ventes. Donc disons que la première réponse, disons la plus réaliste aujourd'hui, c'est qu'en mettant un objectif aussi ambitieux qui est de multiplier par 30 l'efficience énergétique d'un produit, on sait également que la croissance économique et le nombre de produits vendus ne va pas être multiplié par 30 derrière, on va automatiquement avoir une réduction absolue de la phase d'utilisation. La deuxième chose que je vous dirais qui est peut-être même plus importante, c'est la partie as a service qu'on a mentionné tout à l'heure. Comme vous l'avez justement dit, une des raisons pour laquelle nous n'avons pas mis en place d'objectifs absolus sur la partie de phase d'utilisation, c'est qu'on a très peu de contrôle dessus, ou en tout cas on avait très peu de contrôle jusqu'à maintenant. Parce que traditionnellement, HPE a été un vendeur de produits. Et donc, on était sur un modèle CAPEX. Donc, comment faire pour aller justement s'occuper, disons, des affaires de nos clients dans leur data center. Aujourd'hui, le shift vers as a service, qui va faire en sorte que HPE va s'occuper de l'opération de ses produits dans le data center de ses clients, va permettre à HPE, ou alors va lui donner une fenêtre d'opportunité pour justement pouvoir les gérer de manière plus efficiente. Et c'est là, pour le coup, qu'on va pouvoir vraiment travailler sur cette phase d'utilisation des produits, ce que l'on est déjà en train de faire justement, qui va nous permettre de réduire par exemple de 60% le surapprovisionnement actuel dans les data centers à travers cette meilleure gestion de chez HPE. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Une autre question pour Mathéo? Non. Merci. Alors, je vais avoir une toute petite conclusion. Et si vous voulez repasser sur ce PC ici, pour pouvoir la faire. En fait, à la fois Atos ou Hewlett-Packard Enterprise participent au Festival Transfo, dont je vous ai parlé en introduction, qui a comme thème « Quel numérique pour la planète ?» 150 événements entre le 8 octobre et le 15 octobre. Donc c'est bientôt.
en ligne ou pas en ligne. Hewlett-Packard Enterprise, par exemple, organise 2 événements le 13 octobre sur Grenoble, mais en digital pur, et un autre sur Genève, où Mathéo participera notamment à une table ronde. L'événement du 13 octobre s'appelle HPE Day. Pourquoi j'en parle? Simplement parce que c'est une façon pour nous d'engager nos employés. Chez Hewlett-Packard Enterprise, nous pensons que we believe in a force for good, comme vous l'avez vu, et aussi we are here to help. C'est ce qu'on nous dit, et nous sommes là pour aider les écosystèmes, les territoires où nous travaillons. Et donc l'ensemble des bénévoles, j'ai bien dit bénévoles employés, vont jouer leur propre rôle. Dans le film que vous pourrez voir le 13 octobre, un rôle fait sur le ton de l'humour, leur propre rôle au service de la planète. Ça parlera de edge computing, donc l'utilisation de la donnée au plus près de sa production, dans les smart cities ou l'industrie. La 5G, ou Global Day of Services, c'est une journée dédiée que l'ensemble des employés Hewlett-Packard Enterprise dans le monde, 63 000, à un jour donné, se mettent au service de plusieurs actions. Sur Grenoble, par exemple, ça a été avec une association Cycle & Go, ou bien de faire le nettoyage de la ville des Bains. Vous avez eu 30 employés qui sont sortis pendant leurs heures de travail nettoyer la ville des Bains avec les employés de la commune des Bains. Donc ça, c'est très, très ancré dans notre façon de voir l'innovation, d'être engagé avec les écosystèmes et d'être en action. Donc les 3 valeurs portées, c'est l'innovation, l'action et le partenariat. Et donc, le fait d'être dans un festival Transfo dont le thème est celui dont je vous ai parlé, faire une journée complète sur les écosystèmes et la technologie au service de la planète avec 2 tables rondes où Minalogic, le 3IA de Grenoble, MIAI ont participé et la French Tech, c'est juste un exemple d'une action qui est faite par des employés de manière bénévole chez Hewlett-Packard Enterprise. Donc, c'est gratuit, inscrivez-vous et c'est dans 2 semaines. Voilà. C'est un festival, comme je le dis, de dynamique collective. Et merci à Grenoble-Alpes Métropole de nous accueillir pour le faire. Voilà tout. Merci à vous.